Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir. Heureuse de vous retrouver encore une fois et bienvenue sur votre plateau Entretien Brut. Entretien Brut, le plateau sur lequel on fait un décryptage de l'actualité. On regarde ce qui se passe à l'horizon sur le plan national, régional et même voire international. Savoir qu'est-ce qu'il y a comme actualité. Et pour ce faire, j'ai aujourd'hui deux collègues journalistes avec moi pour faire ce décryptage-là et qui vont faire des chroniques aussi avec moi. Il s'agit de Madame Assetou Diarra. Elle est journaliste, reporter à Nouvelles du Mali. Assetou, bonjour. Bonjour Fadi. Ça va? Très bien. Et vous? Très bien aussi. Et deuxième journaliste, c'est Monsieur Brema Soulo, journaliste, blogueur. Soulo, bonjour. Bonjour Fadima Maïga. Ça va? Très bien. Et vous? Très très bien. On dit aussi bonjour à la diaspora qui nous regarde quand même, surtout en Côte d'Ivoire. On fait un coucou à la Côte d'Ivoire. En Centrafrique, on ne peut pas citer tout le continent, mais c'est un plaisir d'avoir des retours, des messages de leur part, comme quoi ils adorent bien regarder ce plateau. Et on fait aussi un coucou à Moussa qui se retrouve aujourd'hui au niveau du consulat de la République de Guinée, qui était notre fameux chroniqueur sur ce plateau-là, qui n'a pas mâché ses mots, on peut dire, mais voilà. Exactement. Alors, sur ce plateau, sans plus tarder, nous allons aller avec nos sujets, nos dossiers. Le premier dossier, si on peut dire qu'on a sous la main, sur la table, il s'agit de l'affaire CNT, Conseil national de transition malienne. Ça fait grand bruit aujourd'hui sur les médias, sur les réseaux sociaux. Dans les grains. Dans les grains, dans les familles, sur les routes. On n'en arrête pas. Les Maliens sont étourdis par tout ce qui se passe. Et pour couronner le tout, on voit certains membres qui sortent et qui revendiquent mordicus pourquoi ils sont allés vers ce projet de loi. Il faut aussi rappeler ici pour nos téléspectateurs que cette loi a été organique, hein, il faut bien le préciser, votée à huis clos, a été rejetée par la Cour constitutionnelle. Ça concerne les attributions d'avantages, indemnités et autres traitements des membres du CNT. C'est ça. Patatras. Exactement. Moi, je ne dirais pas rejeté par la Cour constitutionnelle, mais je vais dire retoqué. Parce que quand on regarde ce que la Cour constitutionnelle a dit, quand même, c'est les gars ont mis des articles dans lesquels il n'y a pas de limite. Donc, ils ont mis des avantages, autres avantages comme ça, sans limite. Et si ça passait au niveau de la Cour constitutionnelle, ce qui veut dire que le gars, les gars, ils pouvaient même se donner jusqu'à 1 milliard, on ne sait pas, selon le budget qu'ils ont. Donc, la Cour constitutionnelle a tout simplement dit, il faut que vous nous chiffrez ces avantages-là. Si c'est indemnité de logement, vous voulez combien? Indemnité de ça, vous voulez combien? Il faut les mettre en chiffres. C'est pas, vous n'allez pas nous mettre des chiffres inconnus et après dans le traitement, parce que c'est passé, c'est une loi organique comme vous l'avez dit, ça a valeur de loi en quelque sorte, c'est la loi, la petite sœur de la loi constitutionnelle, vous voyez, quand c'est voté par les députés. Donc c'est retoqué, pour aujourd'hui c'est retoqué, c'est quand même dommage que les Maliens avaient, je crois, sans le faire exprès, avait commencé à dire que oui, cette Cour constitutionnelle-là qu'on pensait aux ordres, c'est subitement réveillé. Du roi d'aujourd'hui. Réveillé pour contredire le Conseil national de la transition dirigé par un des 5 colonels. Quel kilo, quelle audace les gens avaient voulu le dire, mais contrairement à ce qu'on pense vraiment aujourd'hui, si le CNT réorganise ou se retrouve encore autour de ces articles pour dire ah d'accord, si c'est comme ça, la Cour constitutionnelle nous a demandé tout simplement de mettre les chiffres, on met les chiffres et qu'est-ce que nous dit que demain la Cour constitutionnelle ne va pas accepter avec ces chiffres-là. Donc c'est quand même une bonne guerre entre guillemets sur la toile, dans les grains, comme vous l'avez dit, sur les routes et tout. Mais quand on regarde le fond, ça ne va rien changer
pour les Maliens lambda parce que c'est juste que depuis 3 ans, les gars quand même ont pris l'argent de tout ce qu'ils ont mis. Ils ont pris l'argent, ils se sont enrichis, ils ne sont pas comme nous, comme des rois télé et tout. Et aujourd'hui, ils voulaient légaliser parce que normalement, tout ce qui se passe au CNT, c'est public. Et ça, ils ont dit non, c'est entre nous, on va faire. Et ça aussi, les Maliens devaient ces trucs. Mais comme on est au Mali, le pays où tout va bien, tout est normal. Donc, moi, je ne vois pas vraiment de véritable guerre, comme voudraient certains l'appeler CNT Gate. Je ne vois pas une CNT Gate dans cette affaire. Est-ce que c'est pas l'aspect à huis clos un peu qui a un peu choqué les Maliens? Parce que qui dit huis clos veut dire un petit peu, on veut pas que ce soit su. Les Maliens, si c'est pas le rejet de la Cour constitutionnelle, ça passait inaperçu, il faut le dire. Moi, en tout cas, je pense que le réel problème de cette histoire, c'est que faut pas oublier d'où nous venons. Faut pas oublier d'où nous venons. On a eu à faire des reproches, notamment au régime de feu Ibrahim Boubacar Keïta. C'était qu'on avait l'impression que, bon, finalement, le gouvernement, c'est un gâteau dont il faut se partager les parts. Le Mali, ça. Voilà, donc c'est carrément ça. Et finalement, le problème, c'est que si on ne fait pas attention, il risque d'avoir la même chose qu'on a vécu il y a quelques années. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de confiance entre les Maliens et ceux qui gouvernent. C'est surtout ça le danger. Et c'est surtout ça, pour moi, la lecture et l'analyse qu'il faut faire de cette situation. Pourquoi je le dis? Si réellement, ce n'est pas la part de quelqu'un, cette histoire de CNT, comment se fait-il que nous, Maliens, sommes passés par le M5, nous avons détruit l'Assemblée nationale, en passant, pour les mêmes types de raisons? Comment se fait-il que nous faisons encore les mêmes erreurs qu'avant? C'est-à-dire que ces gens sont là parce qu'il y a eu des problèmes. Alors, ces problèmes, c'est quoi? On ne se reconnaît pas dans la gouvernance. On ne se reconnaît pas dans ce soi-disant Mali-Koura-là. Et comment se fait-il que ces gens qui sont là pour défendre les bases de ce Mali-Koura, ils prennent 1 million, 500 000, je ne sais pas combien. À un moment donné, moi, je pense que il faudrait que cette histoire de CNT, là, on se dise que, bon, ok, on ouvre le CNT. Les Maliens qui veulent venir apporter quelque chose au Mali, ils entrent sans aucun avantage. Mais déjà au début, ça a été un peu décrié. La composition des membres du CNT, tout le monde se souvient, dès le départ, les gens se disaient, parce qu'il y avait des quotas. Et les gens ne se sont pas reconnus dans les membres qui ont été finalement... Il y a eu 2 décrets de mise en place de CNT, décret de mise en place et décret de nomination des membres de CNT. Tous ces 2 décrets n'ont pas été respectés. Et après, il y a eu un rajout même encore. Voilà, donc ils ont ouvert parce que c'était le premier CNT, c'était 121. Exactement. Après, ils ont fait une ouverture pour arriver aujourd'hui à 147. 147. Tout ça, ce n'est pas un problème. Le problème qu'on ne voit pas. Non, mais moi, je pense que c'est quand même un problème. Non, le problème là où on ne voit pas, c'est qu'aujourd'hui, n'eût été cette affaire cette demande de légalisation entre CNT et CC, la Cour constitutionnelle, vous allez trouver que le CNT était prêt à appeler le gouvernement, le chef de gouvernement, même certains parlaient même de motion de censure. Donc du fait qu'il y a cette guerre entre guillemets qui est là, qui est inutile, le gouvernement souffre quand même un peu. Donc, quand on regarde les institutions de la République qui se donnent à ce spectacle, les Maliens, quand même, moi j'ai mis les Maliens, moi j'ai laissé les Maliens depuis longtemps, parce que les Maliens ne savent pas ce qu'ils veulent, les Maliens sont amnésiques. Je fais partie de ces Maliens-là. Je fais partie de ces Maliens-là. Je pense que les Maliens aussi, je dirais que amnésique, non. On a oublié de parler de tout ce qu'elle a dit, Aminata, tout ce qu'elle a dit, si c'est vrai. On a caillassé l'Assemblée nationale qui est là. Combien, ça va coûter combien pour y reconstruire ça? On n'en parle même pas. Aujourd'hui, c'est des gens nommés et ils ont été élus. Mais aujourd'hui, c'est des gens nommés qui n'ont même pas fait une seule fois, qui ne savaient même pas, qui ne s'attendaient même pas à ces postes. Et aujourd'hui, c'est eux qui bradent nos maigres ressources. Et les Maliens acceptent ça. Donc moi, je me dis... non, les Maliens n'acceptent pas. Non, les Maliens n'acceptent pas. Hein. Il faut dire... Pourquoi les Maliens n'acceptent pas? Il faut voir, depuis que c'est sorti, ça fait, je ne sais pas, 1 semaine ou 2 semaines, peut-être maximum. Mais il faut voir, tout le monde en parle.
Pourtant, avant ça, juste une semaine avant ça, il y a eu un autre décret sur la suspension des partis politiques. Et ça, est-ce qu'on en a beaucoup parlé? Ce sont seulement les partis politiques eux-mêmes qui essaient de défendre la cause. Vous pensez que parler là, ça va changer quelque chose? Non, ce que moi je veux dire, c'est que réellement, les Maliens n'étaient pas au courant. Vous savez, quand on parle de démocratie, il y a une guerre à l'information. Et le souci réel, c'est l'information. Quand vous détenez l'information, vous détenez le pouvoir. Et les Maliens n'ont pas l'information. Les Maliens n'ont pas cette capacité d'analyse. Même les informations qui circulent sur les réseaux sociaux sont manipulées. C'est ce qui fait que souvent, les Maliens ne savent pas. Même là, jusqu'à présent, beaucoup disaient, la semaine passée seulement, beaucoup disaient que « Ah non, les membres de la CNT veulent augmenter ». En réalité, ils n'ont pas demandé une augmentation. C'était qu'ils voulaient plutôt légaliser cette situation dont ils étaient en train de profiter depuis l'ouverture. Et c'est là, quand vous regardez le journal officiel du 22 avril, justement sur cette question de CNT, de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle dit qu'on ne peut pas parler de salaire. Dans leur tête, eux, ils parlent de salaire. Ça veut dire que les gens qui sont au niveau du CNT, pour eux, c'est comme si c'était un travail, quelqu'un les a renommés, quelqu'un les a embauchés pour faire ce travail-là. Mais quand on est embauché, on ne s'octroie pas soi-même son salaire. Ce n'est pas possible. Donc, regardez un peu la mentalité qu'ont ces gens qui sont au niveau du CNT. Et c'est ça pour moi le véritable problème. Le sens n'est pas compris. On vient d'une crise. Les gens du CNT doivent être là vraiment de façon bénévole pour réellement défendre les causes qui vont permettre d'asseoir une base solide pour le Mali. Sur deux points. Le premier point dont je veux vraiment sauter, c'est le point d'où vous avez comme quoi dit le CNT était à 121 membres et ils sont partis à 147 membres. Il y a beaucoup de mouvances, mais est-ce que, aujourd'hui la question que je me pose, est-ce que les populations n'ont pas droit de savoir qui sort, qui rentre? Parce que c'est comme un député. Quand un député n'est plus député, on le sait. Il a été remplacé par qui? On le sait. Mais aujourd'hui, le couloir du CNT, il faut l'appeler un couloir. Les gens rentrent, les gens sortent. On ne sait pas qui est rentré, qui est sorti. Quand on rencontre une connaissance qui vous dit « Ah oui, mais depuis peu, je suis membre du CNT. » Je trouve que cet état des faits, les Maliens ont accepté ça déjà pendant très longtemps. Donc vous vous rejoignez à moi. Je me rejoins à vous quelque part. Moi, ce que j'ai dit, moi je suis pas d'accord avec elle, surtout quand elle dit que les Maliens ne connaissaient pas, n'étaient pas informés sur même le vote. Quand il y a eu le vote de CNT, qui date de quand décembre. On dit les Maliens, c'est la majorité des Maliens, c'est pas vous. La majorité, pas parce que vous êtes journaliste. Vous êtes d'accord avec moi quand même que la majorité n'est pas allée à l'école. La majorité au Mali n'est pas ceux-là qui sont à Bamako. Voilà. Donc ça, on peut pas. Ah si, il faut en tenir compte vraiment. Non. J'ai dit que c'est abusé de dire que c'est au nom des Maliens, si on compte ainsi, au nom des Maliens, on fait des trucs. Ça c'est vraiment chimérique. C'est même c'est théoriquement possible, mais pratiquement c'est pas possible. Parce que actuellement. Non, c'est même pas possible. Quand il y a eu le vote au mois de décembre, en huis clos, il y a un journal de la place qui a fait un article complet sur ça. Et ça, tout le monde l'a vu, l'a lu. Donc, non, tout le monde ne l'a pas vu, tout le monde ne l'a pas lu. Moi, c'est qu'ils peuvent lire. Ceux qui peuvent lire, on lit. Voilà, il y en a combien de Maliens? Ceux qui peuvent lire, on lit. Ceux qui peuvent en avoir... Mais au Mali, combien lisent? Même ceux qui ont été à l'école. C'est ça. Donc moi, j'ai juste une question. Le journal officiel, combien de Maliens vont sur le site du secrétariat général du gouvernement pour aller voir quels sont les décrets qui ont été pris, quelles sont les lois qui ont été votées sur ce site? C'est pas la majorité des Maliens quand même. Combien de Maliens savent même qu'il y a un site au niveau du gouvernement, du secrétaire général? Votre réponse? Donc, les Maliens ne le font pas, moi y compris moi. On ne le fait pas. Donc alors que tout est là-bas. Donc les Maliens ne lisent pas. Si les Maliens avaient lu une loi organique prise par l'organe législatif de la transition, et le président de la transition est tenu de prendre avis
de la Cour constitutionnelle avant de promulguer. Ça, c'est la loi qui le dit. Donc, c'est dans ce sens-là que le président de la transition a soumis cette loi organique à la Cour constitutionnelle. C'est là la Cour constitutionnelle a dit, après examen, ils ont dit non, ils ont trouvé qu'il y a certaines dispositions, certains articles ne sont pas conformes et à la Constitution, parce que le Mali, on travaille avec les deux lois, la charte et la Constitution. Donc, et à la Constitution et à la charte. Est-ce que vous voyez? Donc, et ça, on savait quand même que, même si c'est à huis clos, même si ils ont voté hors du Mali, le président de la transition n'allait pas promulguer sans passer par la Cour constitutionnelle. Donc ça, c'est du fait. Donc les Maliens, si les Maliens ne cherchent pas à savoir qu'est-ce que ces gens font de nos sous, pas notre sous, mais de nos sous. Et vous avez parlé de couloirs. Et tout le monde sait, quand on est nommé quand même, ils ne sont pas élus, ils sont nommés. Et c'est le bon vouloir de celui qui vous nomme, qui vous dit dégage demain, on a vu comme des décrets d'abrogation des radiations, les Kaoudjim, les Adama Ben Diarra, comme ils sont passés par là. Donc, c'est de bonne volonté des gens qui vous nomment, vous tiennent. C'est pourquoi c'est une sorte, comme vous l'avez dit, mordicus, de défendre l'indéfendable. Bourema, quand même, je tiens à vous signaler ici que les membres du CNT n'ont pas été élus, ils ont été évidemment nommés, mais ils ont un rôle comme un député qui a été nommé. Parce qu'il faut savoir que c'est une boîte qui réfléchit sur la bonne marche du pays, notamment en votant des lois. Et c'est assez important quand même. Théoriquement, oui. Mais sinon, combien de lois ce CNT a voté contre? On n'en a jamais vu depuis son installation jusqu'à aujourd'hui. C'est une passoire qui est là-bas. Des bénéfices. On vous nomme, on soumet un truc, moi je vous nomme. Et je soumets un truc à vous. Vous le restockez, vous le refusez. Vous allez quitter votre poste parce que c'est un décret, ça tient qu'à décret. Donc ça veut dire que ce sont des figurants qui sont là-bas. C'est des figurants, c'est ça des figurants. Merci beaucoup. C'est tout, je viens vers vous quand même parce que en préparation de ce plateau-là, on a évoqué quand même les indemnités. On ne peut pas parler de cette histoire de CNT sans comparer avec ce qui se passe chez le voisin qui est l'un des pays de l'AES, le Burkina Faso, où là-bas, les membres perçoivent juste une indemnité de cession qui équivaut à 22 500. Je ne sais pas. En tout cas, il y avait même des hypothèses d'aller, voilà, de qui est même pas de rémunération. Moi, vraiment, ce que moi je pense. C'est 71 membres, hein, contrairement au Mali qui est à 120. Ils sont au nombre de 71. Ouais. Ce que moi je pense qu'on devrait plutôt faire, c'est, comme vous le dites, s'il y a des besoins d'aller faire des missions, s'il y a des besoins d'acheter du matériel, s'il y a des besoins, investissons dans ça. S'il y a des besoins d'aller en mission, investissons dans les voyages, investissons dans tous les besoins dont ces membres ont besoin et que ça s'arrête là. Parce qu'on vient juste de casser l'Assemblée nationale. Ce n'est pas possible. Ces gens qui sont au niveau de l'Assemblée, nous, on ne les a pas choisis. Les Maliens ne les ont pas choisis. Les voyageurs, ils vont aller où? Donc, ils sont sous coup de sanctions. Pratiquement tout le monde est sous coup de sanctions là-bas. Ils ont des missions. Ils peuvent effectivement vouloir aller négocier des choses dans les localités, dans les localités de choix. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont demandé même indemnité de restitution, alors qu'ils ne sont pas élus, ils ne sont pas tenus à ça. De toutes les manières, convenons qu'ils font un travail là-bas. On est d'accord. Mais ils ne peuvent pas être payés comme des travailleurs pour ça. Moi, quand même, ça, pour moi, ce n'est pas possible dans le contexte où nous en sommes actuellement. Pour moi, ça vraiment non. Et ensuite, tout à l'heure, vous étiez en train de dire que on n'est pas au courant de la loi. Mais même la Constitution n'était pas au courant. C'est ça le grand problème, c'est ça le problème. Dans le journal, là, qu'est-ce qui est dit? La loi organique, les cours, ils disent que la loi n'est pas rétroactive. Et ils ont mis que cette loi organique est en marche depuis la mise en place du CNT. Oui, mais la loi n'a pas été vue devant la Cour constitutionnelle pour qu'on puisse l'appliquer. Déjà à ce niveau, il y a un gros problème. Ça veut dire qu'eux, ils avaient des avantages. Mais en réalité, la Cour constitutionnelle ne s'était même pas prononcée sur ça. Donc, concrètement, les Maliens ne sont rien face à la Cour constitutionnelle. Tu ne vas quand même pas me dire que la Cour constitutionnelle, il n'y a pas assez de personnes intelligentes ou intellectuelles à ce niveau. Non, mais il y a un réel problème de gouvernance. C'est que je dis, la Cour constitutionnelle, quand on parle de démocratie, là, je suis désolé, le Malien lambda,
au fin fond de la bourse à son mot. Je ne suis pas contre. Je suis pas contre. Donc, mais c'est au gouvernement de faire en sorte que ces décrets, ces lois, ces décisions, que ce soit même la moindre petite information, que le Malien lambda comprenne cela. Oh non, le problème réel de notre démocratie, c'est ça. Sinon, dire que les Maliens ne veulent pas, ou bien les Maliens ne sont pas, ce n'est pas ça. Ils n'en voient pas l'importance. Parce que lui, c'est son champ qui lui rapporte de l'argent. Même le vote, il ne voit pas l'importance du vote. Parce que pour lui, ça ne change rien concrètement tout de suite. Il aurait fallu que quelqu'un lui explique que le vote, son vote à lui, c'est ça qui sert. Que le vote à nous tous, si nous tous nous disons nous ne votons pas, il n'y aura pas de président au Mali. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que tout ce que vous dites est vrai, mais ce que j'aimerais dire, on ne peut pas changer le Mali du jour au lendemain. Personne n'a dit ça. Donc, non, il ne s'agit pas de changer. Non, parce que toutes les pratiques, elles viennent de mentionner. Vous me permettez pour que vous puissiez avoir de quoi surfer dans vos propos. C'est qu'on ne demande pas vraiment de changer le malien. Mais il faut aussi le dire, cette transition est là pourquoi? Non, mais ce que je dis... Elle est là pourquoi? Elle est là pour donner des bonnes bases à ce pays parce que ce pays a trop souffert par des régimes passés et le plus récent, le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. On veut qu'il y ait des choses qui puissent changer. Quand on voit un membre du CNT qui fait le tour des médias comme quoi ça existait depuis avec l'ancien régime, ils en ont même enlevé un petit peu tout ça. Ce qu'ils ont laissé, c'est pas grand-chose encore. Ça peut passer. Ça dit qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Moi, ce que j'aimerais dire, quelle qu'en soit la volonté ou les volontés qu'on aura pour faire comme la démocratie l'exige, aujourd'hui au Mali, on n'a pas tous ces moyens. Et vous êtes d'accord avec moi? On a les moyens de la justice. Le premier moyen d'avoir que tout le monde ait son mot, parce que comme vous l'avez dit, la loi même, elle est écrite en quoi? Elle a été votée en quoi? C'est en français. Tout est en français. Vraiment, on a les moyens de la justice, sur une population. Une justice claire et équitable. Une justice vraie, une justice qui tranche dans la vérité et dans l'intérêt des citoyens maliens. C'est le moyen que le Mali a aujourd'hui. On ne demande pas d'autres moyens. Mais si la justice, elle est appliquée, les instruments de justice sont à leur place, je vous assure que le reste pourra suivre de bonne voie. Bon, moi, je crois qu'on n'est pas en train de parler de la fonctionnalité de la justice au Mali, mais oui. on est en train de parler... le pays n'a pas les moyens. Non, oui, on n'a pas le... Imaginez, depuis 1960 à aujourd'hui, l'école est à peu près gratuite. L'école au Mali est gratuite. Mais il y a combien pour cent? Le taux d'alphabétisation au Mali ici, c'est combien pour cent? C'est à peine 30%. Et les 70 autres pourcents, quelle langue ils parlent? Et quelle est notre langue de travail? Donc moi, c'est en fonction de ça. On va essayer d'avancer, en fonction de c'est très important. Parce qu'en fonction de ça, il faut savoir que on peut dire qu'on peut avoir des ambitions. C'est des ambitions nobles. Mais dire aujourd'hui que oui, c'est que moi qui est mon master 2, c'est que moi je vois d'une telle loi et que un paysan ou bien un charretier le voit de la même manière, ça c'est pas possible. Non, c'est trop demandé. Mais on peut le traduire au moins pour qu'ils comprennent un peu. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. Ok, chers téléspectateurs, il a les mêmes droits. Alors, chers collègues, on va essayer d'avancer. En tout cas, c'est un sujet qu'on a en vue. On va regarder, on va voir ce que ça va devenir. Pour l'instant, la parole est aux Maliens. Les décisions définitives seront aux Maliens parce que jusque-là, une bonne partie de la population décrit cet état de fait. Si ce n'est pas la part du gâteau de quelqu'un là. Il devrait avoir quelque chose derrière ça. Si la loi n'est pas en tout cas, le silence est assuré. En tout cas, la loi a été renvoyée au CNT. Le CNT, moi-même, j'ai même appris que le CNT s'est réuni encore à huis clos pour statuer. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai quand même appris que c'est aussi statué à huis clos. On ne sait pas qu'est-ce que le CNT... Est-ce qu'ils ont mis, comme la Cour constitutionnelle a demandé, des chiffres devant les articles pour que ça soit tenable? Ou est-ce que j'en dis, il y a eu des tollés, donc on va abandonner? Est-ce qu'ils ont abandonné? On ne sait pas. Mais pour l'instant, quand même, c'est entre la Cour constitutionnelle et le CNT. Les Maliens, je ne crois pas le rôle des Maliens dans ça. Les Maliens peuvent faire pression pour que les choses puissent changer. Moi, je pense qu'au niveau du CNT, ils pouvaient faire passer un message fort aux Maliens. Moi, je suis persuadé
Si au niveau du CNT, il s'était dit que, ok, nous, désormais, on ne prend rien. Tous les frais quand même que cela va engendrer seront pris en charge par l'État. Ce message-là, les Maliens allaient comprendre cela. Ça, vraiment, j'en suis persuadée. D'accord. Donc, affaire à suivre, on va regarder tout ça de très près. Le prochain dossier qu'on a sous la main, il s'agit du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. C'est important de le dire. La phase régionale et communale ont été déjà faites avant de pouvoir boucler ça avec vraiment la phase assez costaud et aller aux conclusions, aux recommandations même de ce dialogue. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais commencer par vous. C'est tout. Vous en pensez quoi? Moi, je trouve que c'est quelque chose de très bien. Parce que tout ce qui est dialogue, bien évidemment, en matière de démocratie, surtout, c'est très important de prendre l'avis des populations. C'est ça même la base de la démocratie. Il faut que chaque citoyen lambda, quel que soit son statut, même si mon ami vraiment n'est pas totalement d'accord, il faut que tous les Maliens disent ce qu'ils pensent. Farfelu ou pas, avec l'expertise ou pas, les besoins des Maliens doivent être pris en compte pour le développement du Mali. Pour moi, l'idée de base de ce dialogue-là, de la mise en place de ce comité pour aller vers un dialogue, pour moi, ça, c'est vraiment très, très bien. Par contre, la manière de le faire et finalement les résultats qui vont aboutir à qui vont ressortir de tous ces travaux, là, c'est là où je m'inquiète un peu. Parce que cet exercice, ce n'est pas la première fois qu'on le fait. Il y a eu les assises nationales, il y a eu d'autres dialogues qui sont passés. Mais il faut vraiment faire attention à ce que tout ce qui est relevé puisse être transmis de façon fidèle. Moi, c'est là où j'ai un peu le doute. Parce que comment c'est en train de se passer, je trouve qu'il y a un peu moins de communication autour de la chose. J'aurais voulu, par exemple, qu'il y ait beaucoup de communication autour de la chose, comme on l'a vu lors du référendum. Parce que c'est quand même important. Il faut expliquer l'objectif du dialogue, qu'est-ce qui est demandé aux Maliens. Hein. Notamment, on voit des gens, par exemple, dire que oui, bon, des gens qui ne s'y connaissent pas, qui ne sont pas experts en sécurité, ou qui ne sont pas experts en temps, n'ont pas leur mot à dire. Non, tout le monde a son mot à dire, parce que tout le monde vise la sécurité à sa manière. Le paysan dans son village là-bas, là, lui, il a des problèmes de sécurité. C'est peut-être la sécurité de son bétail ou alors l'accès à la nourriture de son bétail, ainsi de suite. Donc, il va parler de la sécurité, de la manière dont il la vit. Et donc, c'est important à savoir. Et c'est seulement en mettant les vrais problèmes sur la table qu'on pourra trouver les vraies solutions. Merci beaucoup. Brema, vous, votre analyse par rapport à cette étape du dialogue? Bon, le dialogue est en cours, mais moi, je suis à l'opposé de Assetou. Pour moi, ce dialogue n'avait pas lieu d'être. Pour vous, il ne fallait même pas, d'ailleurs. Il ne fallait même pas y aller. Parce que moi, ce que j'avais quand même, parce que ça a été annoncé dans la foulée de l'annonce de la caducité de l'accord pour la paix et la réconciliation. Donc, qui parle de dialogue, parle entre peut-être des protagonistes. Et aujourd'hui, on se trouve à dialoguer entre nous qui sommes d'accord pour le Mali, qui sommes d'accord pour la transition, qui sommes d'accord pour Assimi, qui sommes d'accord entre pas nous. Forcément. C'est un grain. Pas forcément. C'est un grain. C'est une causerie quoi. On est en train de bouffer, on cause la journée, après on a perdu, mais on est content. Donc, qui sait que au Mali, vraiment, le panier de la ménagère, c'est pas le plus garni de la sous-région. Donc, moi, je crois que ça a été un moyen parce qu'on était quand même aussi dans un moment critique, au moment où les partis politiques demandaient une transition civile, la fin de la transition a été annoncée par certains acteurs de la scène politique ou même de la société civile qui demandaient à être fixés sur le sort de la transition. Le gouvernement était muet là-dessus, les autorités étaient muettes là-dessus. Donc tout ça, donc qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé, quand on a fait coup d'État, on a organisé, on a appelé les Maliens autour de ce qu'on a appelé comme concept Journée nationale des concertations. Et ces journées nous ont permis d'avoir la charte de la transition. Et la charte de la transition, si quelqu'un qui était dans la salle, moi j'étais dans la salle, Fatima était dans la salle, a su comment ça s'est déroulé. Les gens se sont enragés sur les débats, se sont insultés, bataillés pour mettre un I dedans, enlever un Y dedans. Tout ça, quand on a lu les recommandations, tout le monde a vu que c'était vraiment pas ce que les gens, c'est ce sur lesquels les gens ont discuté. Donc,
qui nous dit aujourd'hui qu'ils ont leur truc là-bas avec 2 ans de transition de plus ou 3 ans de transition de plus, et après ils vont dire que dialogue s'est bien passé, celui qui va lire exactement, celui qui va lire les recommandations va dire voilà les points sur lesquels les Maliens sont prononcés, voilà c'était 5 thématiques, voilà et boum, on va mettre l'accent sur la durée de la transition. Les Maliens ont proposé 10 ans, 5 ans, 20 ans. Donc vous voyez, et chaque fin, par exemple, quand il y a eu le coup d'État, on a organisé dialogue, journée nationale de concertation. Quand il y a eu la fin ou la moitié de la première transition Bandao, mais donc Bandao a fait 9 mois, c'était sur 18 mois. La transition allait finir 18 mois. Bandao a été évincé. Et donc, qu'est-ce que le Premier ministre vient? Il dit dialogue national. Assise nationale de la refondation. Donc, j'ai trouvé ça, et c'est là-bas. Donc, pour être clair, c'est qu'à l'approche de chaque échéance, il faut trouver des moyens pour prolonger. C'est juste une alibi pour prolonger la transition. Sinon, quand on a appelé, quand les autorités se sont approchées de certains partenaires clés et qui quand même aujourd'hui qui sont dans le paysage sécuritaire du pays, les Maliens n'ont pas été demandés. Et quand ils ont décidé d'aller d'aller vers la 4e République, le décret est sorti comme ça, les Maliens n'ont pas été. Est-ce que vous êtes d'accord pour ou contre qu'on aille vers la 4e République? On n'a pas demandé. Mais pourquoi c'est chaque fin de transition, on appelle les Maliens dans un truc de balanicho pour dialoguer Alors moi je m'attendais à un dialogue où d'une partie le gouvernement allait décider, voilà des personnalités comme on a fait avec l'accord de paix à Alger. Maintenant on ne va pas à Alger, on vient à Bamako. Voilà côté Mali, côté gouvernement, voilà des personnalités qui sont là. Et côté ceux qui sont contre le Mali, l'appellation, l'unicité du Mali, parce qu'il y en a, la SEMA et AMI. Voilà ceux qui vont représenter. Ils vont venir à Bamako. On est tous fils du Mali. Quels sont les mécanismes qu'on va trouver pour échanger, pour trouver le remplaçant de l'accord? Parce que s'il n'y a pas l'accord là, c'est comme le Mali est en guerre. C'est pas en guerre contre les terroristes ou les djihadistes, ça c'est depuis longtemps, mais c'est en guerre encore contre d'autres fils du pays. Donc si parce que c'est l'accord là qui faisait ça, qui avait mis terme à ça, et aujourd'hui on n'a plus d'accord. Donc ces jeunes là, ces gens là ont quitté Kidal sans être vaincus. Qu'est-ce qui nous prépare? Est-ce que qui le sait? Donc on est fort aujourd'hui, c'est vrai, mais tout n'est pas militaire. On a dit toute guerre se termine autour de table. Moi je pensais que on était dans ça. Le Mali, l'accord pour l'Alger, là, on a signé en position de faiblesse. Et aujourd'hui, en position de force, on les invite à Bamako et on allait signer un autre accord pour Bamako pour dire, voilà aujourd'hui, que ce soit tu es du sud ou du centre ou de l'est ou de trucs, voilà, on est tous d'accord sur l'unicité, sur la forme laïque, la forme républicaine de l'État, tout ça. Mais au lieu de ça, des recommandations qui nous sortent, aller fêter le 22 septembre à Kidal, élever les 5 colonels au rang de généraux, des trucs comme ça. Moi, je trouve que c'est vraiment basique pour qu'on perde assez de sous au moment où les Maliens meurent dans les hôpitaux pour manque d'électricité, des entreprises n'arrivent pas à travailler pour manque d'électricité. Au lieu d'investir dans ces infrastructures vitales, et on a mis sur la galerie. Qu'est-ce qu'il faut craindre au sortir? Vraiment, la balle est partie. Hein. Je comprends que vous êtes carrément opposé à cela, mais le train, il est en marche, la balle est partie. Mais qu'est-ce qu'il faut craindre? Vraiment, parce que la crainte, elle est toujours là. Hein. Les travaux sont en train de se faire, mais est-ce que réellement la paix, la réconciliation, elle est totalement établie? On est en cours pour tout ça. La conquête du territoire malien est effective avec l'entrée des FAMA à Kidal. Mais au sortir de l'accord, par rapport à ces discussions, à ce fora qui, me semble-t-il, est un peu dénoncé, biaisé par certains analystes, qu'est-ce qu'il faut craindre? C'est tout. Je pense que c'est un peu la crainte et aussi les risques de ce dialogue-là. C'est effectivement, comme il a dit, de laisser la porte ouverte à un agenda secret, un agenda imposé dont on ne connaîtrait finalement pas l'issue. Mais
qu'est-ce qu'elle va concrètement apporter aux Maliens? Moi, je pense que c'est ça que nous attendons à l'issue de tout ce processus-là. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir à l'issue de tout ça? Comme il a dit, si c'est juste pour nous dire que bon, la transition va durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, je pense effectivement qu'on aura vraiment perdu le sou. Mais au-delà de cela, comme il le dit, ce serait plutôt de renforcer la paix, surtout dans les zones où il y a insécurité. Effectivement, l'État est un peu partout, ils sont rentrés à Kidal, mais les échos que nous avons, c'est surtout que jusqu'à présent, quand il n'y a pas de militaires dans une localité, eh bien, il y a encore des attaques. Encore même, il y a juste quelques semaines, vers les zones de Gao, on a vu ça récemment. Même pas à Gao, hein, même pas à Gao, Baoui, pas si loin. Il y avait encore quelques... Donc, ça veut dire que la sécurité n'est pas totalement acquise. Ce travail de sécurité va rester. Mais le véritable problème, c'est de pouvoir un peu réconcilier ces populations qui ont été victimes aussi de ces situations. Des populations qui ont été touchées. Et effectivement, là-dessus, je le rejoins un peu, c'est qu'il faut quand même avoir la manière de pouvoir rassembler ces peuples-là. Parce que voilà, quelqu'un qui a vu sa femme être violée, ou bien quelqu'un qui a vu son mari être tué devant lui, un enfant qui voit ça, tu vois, c'est pas le dialogue qui va tout de suite permettre à cet enfant de se dire non, je vais pas me venger de cela. Ok? Donc, il y a un travail de dialogue, mais il faut voir la manière de le faire. Et le risque, c'est que ça, si on estime qu'on a déjà fait ça, alors que le réel problème est là. Si on prend par exemple l'exemple sur le génocide du Rwanda, c'est ça. Ce sont les populations elles-mêmes, au finish, qui se sont levées les uns contre les autres. Ce n'est pas des djihadistes ou je ne sais pas, des groupes armés qui sont sortis de nulle part. C'est la population elle-même qui s'est... Donc, en réalité, le dialogue, il le faut. Et c'est ce que je le dis. Il le faut. Cette histoire de réconciliation, de paix, il le faut. Mais il faut le faire, comme il a dit, auprès des populations les plus touchées par cette crise-là. Ce n'est pas ici qu'à Bamako. Et il faut voir des mesures de prévention, que ce soit sur le plan culturel, social, même de façon traditionnelle. Impliquer tout cela pour qu'il y ait ce travail de fond entre les populations qui sont touchées, qui sont meurtries. Vous voyez même les déplacés qui sont là. Quand vous allez les voir, c'est incroyable. C'est des gens qui sont psychologiquement atteints. Voilà, moi je pense que c'est là-bas où il faut travailler. Et non, ce que je vois actuellement, c'est ce qui est un peu dommage. D'accord, donc on va espérer qu'ils vont pouvoir rattraper tout ça parce que c'est justement avec ces petites réflexions de différents plateaux, télévision, radiophoniques même, ils écouteront peut-être la voix des Maliens et puis revenir à leur... Donc ce dossier c'est à suivre, on va suivre ça, les recommandations qui vont en découler, on pourra faire encore un décryptage sur ce plateau. On a un autre dossier national. Il s'agit, mais vraiment le dossier sur lequel ça revient toujours sur entretien brut, vraiment rigole déjà, la situation EDM. Et ça, moi, j'ai juste envie de dire, ça ne s'arrange pas. J'ai pas de surprise pour ça. Est-ce qu'on n'avait pas déjà dit ça ne s'arrange pas. On a déjà dit 1000 fois sur ce plateau que ça ne va pas s'arranger. Je pense que je l'avais dit là. Il ne faut pas s'attendre à l'extraordinaire quand même. Non, mais moi je crois que ça s'arrange parce que je crois que dans certains quartiers, mais aujourd'hui, ils ont quand même. Il y a une coïncidence avec l'affaire du CNT, on a l'impression qu'il y a fait. C'est même pas ça. Je crois qu'on a reçu. Je crois qu'on a reçu les 150 000 litres promis par le Niger. Donc ça a quand même, parce que c'est qu'on oublie, si le temps de fourniture augmente, même si on n'a pas 24 heures sur 24, si au lieu de, tout juste après le mois de Ramadan, ceux qui avaient avant le mois de Ramadan 6 heures, ils avaient plus que 2 heures ou 3 heures de temps. Voilà, mais maintenant aujourd'hui, ils ont peut-être 7 heures, 8 heures de temps. Ça s'est amélioré, il y a juste 48 heures. Ouais, exactement. C'est ça que je dis. Parce que quand le carburant est rentré, on a vu quand même que ça fait un petit effet dans ça. Donc, ce que moi je crois, aujourd'hui, moi, à mon intime conviction qu'on a laissé ces trucs comme ça. Et c'est très dommage parce que nous, sous IBK, c'était des petites coupures. On marchait, on demandait, on va exactement ce que je voulais te dire. On va regarder 7 heures sur 24. En tout cas, concernant les aujourd'hui, les gens sont résilients, les gens sont contents.
En tout cas, moi, ce que je vois de positif dans les coupures intempestives, dans ces coupures-là, c'est que les gens de la même famille, des mêmes grains, arrivent à quand même se parler, à se communiquer. Parce qu'ils n'ont pas de téléphone pour surfer, ils n'ont pas de télévision pour y regarder, donc ils sont obligés de se parler. C'est pas positif. Mais c'est positif. Oui, il y a le côté positif. On est revenu à nos pratiques anciennes. On est avancé, on a reculé. On a reculé. Moi, je crois que moi, je trouve ça très génial parce que quand je trouve mes amis. Parce qu'on ne sait pas où partir. Quand je trouve mes amis, on cause au lieu de que chacun, parce que avant, quand on avait électricité, on arrive, chacun est là, on demande témoin-moi. Juste après, quand chacun prend son thé, après on est tous focus sur le téléphone. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On parle jusqu'à... Mais, Bourema, vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est que il faut voir l'impact économique. Mais dans le malheur, il faut voir votre aussi... discours, la femme qui vend les glaces, elle ne va pas accepter votre discours. Mais moi, le monsieur moi-même, je suis chef d'entreprise. Voilà. Je sais ce que ça fait. Mais quand même, ce que je me dis, si on a décidé de supporter. C'est ça en fait. Ah, attention. On n'a pas décidé de supporter. Ça a été imposé. Vous aimez parler de la démocratie. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? On a dit c'est le pouvoir du peuple. Pas le peuple, pour le peuple. Voilà. Donc si le peuple s'était dans une telle situation, c'est qu'il a décidé de supporter. Le procureur a dit de parler. Quand tu parles, il ne faut pas faire la MCA n'est pas loin. Donc ça aussi c'est... Je fais avec toute courtoisie. On parle, mais on nous a dit quand on parle, il ne faut pas... Je ne parle avec donc, du coup, les Maliens aussi, ils ont dit, bon, comme on a commetté, il vaut mieux qu'ils d'aller. Parce que de toute façon, on a fait les gars, on a fait les gars. Voilà, donc, il ne faut pas dire, quand il faut que les Maliens ne parlent pas. Je suis désolé. Les Maliens parlent. Mais tellement que jusqu'à ce que depuis que Ebe Malgo la courant, il y a un meilleur humain, qu'on peut que les botter la kafoko, qu'on n'a pas comment kanga maji. Mais je te pose la question. Ouais, mais là. Non, mais non, quand la photo, on ne parle pas. Avec mais ça aussi, le procureur, il rend même la justice dont il parle là. Si on est en démocratie. Parce que moi, c'est pourquoi je ne suis pas d'accord que vous disiez qu'on est en démocratie. Non, ce n'est pas moi qui dis qu'on est en démocratie. On est référendum le 18 juin passé. En constitution de voter. Mais c'est que vous dites quoi? C'est pas moi. Mais est-ce que la constitution ne vous donne pas? Est-ce que cette constitution ne vous donne pas le droit de dire ce que si ça ne va pas, de dire ce que ça ne va pas? On est beau qu'on a. Et on donne surprise, mais on est beau là, faut qu'on a. Mais c'est la constitution qui est primordiale de cette personne. Mais non, alors, concernant, là c'est un fait, les Maliens sont résilients quelque part. Oui, le choix. Quelque part, ils sont résilients, mais quelque part, ils subissent. Je pense que les entreprises subissent ce manque d'électricité. Le Diago, on a vu l'entreprise Diago même qui a fait... Voilà, l'économie. Moi, je serais assez d'avis d'avoir une économie sur ce plateau d'entretien brut qui peut vraiment nous chiffrer tout ça. Quelle perte scientifiquement. Vous n'allez pas trouver au Mali. En tout cas, en décembre, on est qu'en début d'année. L'évaluation va être un peu complexe à faire. Maintenant, c'est pas que ça. Mais en tout cas, vraiment, je peux vous assurer que même si c'est dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, on va réécrire l'histoire en disant qu'en 2024, grâce aux coupures d'électricité, le Mali n'a pas pu faire ses chiffres et tout. Je suis sûr et certain. Mais dans cette réflexion-là, aujourd'hui, on connaît les solutions. Il faut aller vers l'énergie solaire, il faut évidemment avoir des centrales, il faut construire. On a eu des communications, de conventions signées avec la Russie. Finalement, on ne parle plus beaucoup de la Russie. Ouais. On ne sait plus le projet de centrale nucléaire, on ne sait pas où ça en est. Madame la ministre, on l'a vraiment vu sortir et tout. Aujourd'hui, tout le discours et toute la communication est focalisée sur l'approvisionnement du carburant par le Niger. Et la grande question ici, c'est jusque quand? Bon, le Niger, quand même, on a la chance d'être dans l'Alliance. Et le Niger, quand même, se souviendra longtemps du soutien indéfectible du Mali, pendant que ce pays avait besoin, parce que si nous étions la sortie du Mali et du Burkina ensemble,
le général Tchani, on ne serait pas sûr qu'il serait toujours le président du Niger. Donc je crois qu'il a un devoir de reconnaissance et il se sent devoir de redevabilité envers que ce soit le Mali ou le Burkina. Le Burkina aussi aujourd'hui est frappé par ces coupures intempestives dans le pays. Donc je crois que c'est ça qui va nous sauver. Parce que le Burkina quand même a pu trouver des ententes avec la Côte d'Ivoire, si vous n'êtes pas au courant. Bon, tout récemment, le résultat sur le terrain, ce n'est pas ça. À presque 150. Oui, mais le résultat sur le terrain, moi j'ai même l'autre jour suivi un reportage de la télévision nationale des entreprises qui se fermaient, des femmes qui pleuraient parce qu'elles perdaient beaucoup de jus qui gâtaient, qui devenaient... Le business s'écroule. Exactement. Donc aujourd'hui, le Niger, vu que le Niger a mis en place sa papelaine, avec le Bénin qui va lui rapporter beaucoup de trucs. Donc le Niger peut quand même nous être une bouchée d'oxygène pour le Mali et le Burkina Faso. Mais comme vous l'avez dit, il y a tellement de solutions. Mais tu sais, vous savez, le problème des DDM, c'est pas que les DDM, il y a pas les centrales sont en arrêt par faute de pièces. C'est par faute de carburant. Et les carburants, on n'en a pas parce qu'on n'a pas d'argent. Parce que aujourd'hui la priorité du Mali, c'est vraiment on est beaucoup dans la sécurité, dans la sécurisation du pays et tout. Ce qui est important, parce que quand vous interrogez 10 Maliens, c'est 10 Bamakois, peut-être les 3 ou les 4 vous diront oui, si on a la sécurité, si on n'a pas le courant, ça passe. Alors que même l'obscurité, c'est une insécurité. Ouais. À Bamako, quand vous partez dans certains endroits la nuit, vous êtes hanté, vous avez peur d'être... Donc tout ça, c'est de l'insécurité même psychologique. Mais les gens oublient ça et tout. Donc c'est pourquoi moi je me dis que les gens ont décidé de supporter. Sinon, si aujourd'hui, tout ce qui se passe avec l'impôt, parce qu'on achète tout ça, c'est grâce aux impôts. Et si les entreprises qui paient les impôts n'arrivent pas à faire des trucs, à fonctionner, évidemment, donc c'est des pertes même pour l'État. C'est pourquoi moi je dis que l'EDEM, c'est vraiment l'une des infrastructures les plus stratégiques du pays. Donc il fallait vraiment, avec l'armée, mettre ces deux trucs-là, il fallait les sécuriser, peut-être même diminuer, même dissoudre, enfin, faire disparaître certains ministères dont on ne sait même pas leur utilité, donc qui ont des budgets un peu colossaux et tout. On les supprime, on prend ces budgets, on met dans l'infrastructure de tout ça, le CNT, on diminue drastiquement l'argent, on enlève. Voilà, l'argent, on met ça dans mais c'était ça le message. Exactement, il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire pour soulager les Maliens, mais je crois que les autorités ont d'autres priorités que voir ce côté-là, et c'est très dommage. C'est tout, vous avez quelque chose à rajouter sur... Oui, c'est ça. Moi, là où je ne suis pas trop d'accord avec vous, je ne trouve pas qu'il y a beaucoup de solutions en fait. Vous dites qu'il y a beaucoup de solutions, mais les solutions là... Non, les solutions sont en vue, mais juste là, c'est pas matérialisé. Les solutions qu'il y a sur la table actuellement... Tourne autour de l'argent. Non, ça, c'est pas une solution, parce que de l'argent, on n'en a pas. Voilà. On est d'accord. C'est ce qui est un peu contradictoire. Quelque part, on dit qu'on n'a pas d'argent. Et je sais que les Maliens ne comprennent pas. C'est pourquoi je dis, ce que le CNT pouvait faire vraiment, c'était de faire passer un message fort. On va souffrir, mais on va souffrir ensemble. Ça, c'était quelque chose qui devrait gagner de la population. Et ça, s'ils gâchent ça seulement, ils vont tout gâcher. On n'a pas beaucoup de solutions. Il faut soutenir des solutions solaires. Parce que notre solution, ce n'est que le soleil. Il faut faire attention. Hein, parce que quand l'hivernage va commencer, là, le soleil aussi va faire ses caprices. Donc, maintenant, là, il faut trouver... Ah, mais c'est vrai! Il faut trouver la solution, c'est le solaire. C'est que l'État subventionne des lampes solaires, subventionne des voitures qui marchent avec de l'énergie solaire, subventionne le transport en commun solaire, subventionne le téléphone, les chargeurs, tout solaire. C'est ça la vraie solution. Mais jusque-là, j'aurais appris que bon, il y avait une exonération sur le matériel solaire qui rentrait et que bon, malheureusement, il y a eu des cas où les gens ont essayé de frauder ça et finalement, ça a sauté. Donc, il n'y a plus d'exonération encore sur ce matériel solaire. Mais c'est ça. S'il y a des gens qui ont fraudé, trouvons la solution, mais ce n'est pas au peuple malien de mais la solution, c'est que je crois que je l'ai dit à un moment donné sur ce plateau, c'est la justice, tout simplement. Il suffit que la justice marche. Tout simplement. Tout va marcher. Laissez vraiment les gens avoir accès. On a le soleil.
Ces personnes, on les met out, la justice. Ouais, vous savez quand même que le plus grand drame de ces pays aussi, vous voyez le stade de Mamadou Konaté là, qu'on est en train de rénover. Vous savez que c'est au moment où on parle de solaire, les gars ont amené un groupe électrogène qui vaut une maison, quoi. Donc ils ont mis là-bas. Vous voyez, on s'en sort pas, quoi. Donc du coup, les gens, moi c'est pourquoi j'ai dit que les autorités ont fermé leurs yeux sur ce problème-là. Ils savent bien les solutions, ils connaissent le problème, ils connaissent les solutions, mais ils ont dit ah non, les Maliens peuvent supporter, donc ils vont supporter. Non, les Maliens supportent. En fait, on parle d'évasion fiscale, mais je pense qu'on a chez nous ici au Mali une évasion d'investissement, quoi. Ça va dans tous les sens. Bref, en tout cas, on observe tout ça de très près. Collègues, en tout cas, les dossiers du Mali, c'est mis de côté, c'est affaire à suivre. On va aller sur un dossier régional. Il s'agit des présidentielles au Tchad. Le 6 mai prochain sera l'élection, en tout cas pour le premier tour au niveau du Tchad. Ce sera l'occasion de Mahamat Idriss Déby, le fils, de pouvoir montrer ses compétences, s'il va pouvoir tenir et devenir président. Et il a un adversaire de taille, le Premier ministre Succès Masra, qui ne se laisse pas faire. Et si vous avez bien regardé ces derniers temps, la campagne, elle est très virulente, elle est très offensive. Personne ne mâche les mots. Et il annonce un grand programme. Voilà, Brema, dites-nous qu'est-ce que vous avez pioché. Ça me fait rire que Succès Masra peut être un candidat d'opposition. Moi, ça me fait rire parce que il est jusqu'à présent, au moment où on parle, il est quand même le Premier ministre de Mahamat Idriss Déby, qui est le président de la transition. Donc, il ne peut pas organiser ensemble un conseil des ministres et aller sur le terrain s'insulter. Voilà, c'est faire semblant de s'insulter et pour bander les yeux des Tchadiens. C'est une stratégie. Une stratégie parce que à l'État, si Mahamat Idriss allait aux élections, il n'allait pas trouver des partis politiques pour le confronter. Et ça, son élection allait être entaché d'irrégularité ou même aller avoir défaut de reconnaissance internationale. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a signé une sorte de d'accord avec Succès. Il a dit de venir, il est venu, il a nommé Premier ministre. Il a dit attends, on va faire un deal, on va ensemble aux élections, tu participes. Le gars n'allait pas participer. Et si Succès ne participait pas aux élections, ça allait être un chaos pour le Tchad. Donc il dit, tu viens, je te nomme Premier ministre, je te donne tout à disposition, tu fais campagne comme un bon candidat, mais voilà, c'est pour légitimer moi mon élection. Que tu participes ou tu ne participes pas à ça, moi je vais être président. Et tu vas continuer avec ton poste de Premier ministre après mon élection. Parce que je te le garantis. C'est un accord qu'ils ont signé. Et aujourd'hui, même l'autre jour, quand j'ai appris l'autre frère dire on ne peut pas tuer son père et vouloir faire comme son père, de Masra, j'ai dit waouh, c'est fort, mais c'est quand même une stratégie de communication. Il ne peut pas être gardé par ces gens de Mahamat Idriss Déby et dire comme ça, et parce que ça peut donner l'impression aux Tchadiens que non, le gars il est au gouvernement mais c'est pour apprendre le système, après pour venir faire le... Au Sénégal, Ousmane Sango ne l'a pas fait, Diomaye Faye ne l'a pas fait. Donc si l'autre Succès Masra, s'il était vraiment crédible, il n'allait pas accepter d'être dans le poste, parce que la popularité qu'il a aujourd'hui, la cote de popularité qu'il a aujourd'hui au Tchad, qu'il avait, parce que maintenant même beaucoup de partis d'opposition, des candidats qui devaient être candidats des partis d'opposition sont en exil, n'ont même pas pu entrer dans le pays, à plus fortement participer. Et ces gens-là critiquent Succès de Masra pour lui dire non, le gars il est là seulement juste pour légitimer la candidature de... Mais il était aussi en exil quand même. Oui, mais il était en exil. Parce que quand même, il y avait il était à la tête d'une coalition. Qui avait fait des manifestations où il y a eu beaucoup de morts. Les formateurs. Les transformateurs, ça sont partis, mais il était à la tête d'une coalition de partis d'opposition avec Dilo et tout. C'est à l'issue de ça qu'il est parti. Quand il y a eu la répression, on parle même de 300 morts, 200 morts. Et c'est à l'issue de ça que Succès a pris le chemin de l'exil. Mais comme la CEAC
l'équivalent de la CEDEAO ici en Afrique de l'Ouest. Ils ont mis une commission et ils ont mis Félix Tshisekedi comme médiateur. Et le gars a fait semblant de faire signer un accord pour que le gars regagne son pays et légitimer, parce que là-bas aussi, comme au Mali, le gars il avait pris 18 mois, après il a prolongé, jusqu'à dire est-ce que je vais laisser tous ces jeux de cache-cache là, je ne vais pas organiser les élections et me présenter. Et il a fait tout pour permettre de se présenter, parce qu'au départ la charte ne lui permettait pas d'être candidat, ni lui ni le comité des généraux qui l'ont choisi pour être président. Mais après, il a sauté ces verrous-là pour être candidat. Et Success Masra, qui n'est pas stratège, ou bien qui est aussi, si je peux me permettre ainsi, à l'image des hommes politiques maliens, il a accepté de faire le jeu. Et on va voir le 6 mai, les résultats nous le diront. Vous pensez que ça va lui être fatal? Il va reconnaître sa défaite, s'allier à Mamad, et après il va continuer avec son poste de premier ministre. Jusqu'à aujourd'hui, comme je dis, aujourd'hui c'est mercredi. Tu vas trouver que ce mercredi, ils ont organisé le conseil des ministres ensemble. On ne peut pas être adversaire politique. Pourtant sur la scène politique, c'est des gros coups qui se donnent. Exactement, mais c'est un jeu. Au début, quand il fait un meeting, mais je vous assure il que... tape sur Masra, quand il fait un meeting, chaque fois il tape sur Déby, c'est un jeu en fait. Et imagine, il y a 10 candidats. Je le dis que les 8 candidats sont occultés par ces deux-là. Est-ce que vous imaginez, les 8 autres là, même dans la télévision nationale, on les voit rarement. On les voit rarement. Donc, vous voyez, quand on voit même leur investissement, leur envahissement médiatique, on sait que c'est préparé au plus haut sommet de l'État pour vraiment faire un duel au premier tour. Et ce duel, le général gagne et le premier ministre là, donc ils vont dire l'équipe dirigeante a gagné, on continue le chemin. L'équipe qui gagne, comme on dit en football, on ne change pas une équipe qui gagne. Une équipe qui gagne. C'est vous pensez qu'il va pouvoir être à la tête du pays maintenant de manière légitime, s'il faut dire? Et la grande question pour nous autres qui sont un petit peu vers le Sahel ici, est-ce que ça ne va pas donner des idées à d'autres? Ça a déjà donné des idées à beaucoup. Ça, c'est sûr. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Ça a déjà passé. Quand vous dites que ça a sauté, c'est incroyable. C'est pas une dynamite. C'est-à-dire que, finalement, si on n'est pas prêt d'aller en démocratie, pourquoi aller en démocratie? Vous voyez, moi, c'est ça ma réflexion. Tous ces pays africains, c'est pas un modèle, c'est pas forcément le modèle qu'il faut suivre. Il y a des pays qui sont en royauté à côté, il n'y a pas de problème. Vous voyez, tout ça, c'est parce que, bon, on veut ressembler à... Non, on n'a pas besoin. Moi, à mon avis, le monsieur, je vois pas trop, parce que, comme il le dit, on peut avoir vraiment l'impression qu'ils sont de mèche. Mais de toutes les manières, qu'ils gagnent ou qu'ils ne gagnent pas, moi, je pense que c'est comme Diomaye et Sonko. Si Diomaye passe, c'est Sonko. Si Sonko passe, c'est Diomaye. Parce que même si l'autre passe, on ne sait pas. Peut-être que l'accord, le deal aussi, ça peut être ça. Une personne hybride. Moitié blanc et moitié noir. Success. Donc, du coup, c'est toujours la même gouvernance qui va commencer. Donc, c'est un peu dommage. Ça n'a rien à voir avec ça n'a même pas de sens, en fait. Donc, ce n'est pas la peine de dilapider les sous des peuples, finalement. Pourquoi organiser des élections? C'est de la mascarade. Finalement, c'est de la mascarade. Et effectivement, même si on regarde aussi le cas du Sénégal, il y avait beaucoup d'autres. Ils avaient près de 20 ou 19 autres candidats. Pour eux, ce n'était pas que 8. Mais ils étaient toujours... On ne les voyait pas. C'est toujours 2 qui sont là. Et si malheureusement, dans leur cas, tous les 2 sont en réalité tous les jours assis en train de déjà gouverner, ça enlève le piment, je vais dire. Ça enlève le piment dans la sauce. Oui, Brahma, vous pensez qu'on peut avoir, par exemple, on peut imaginer que Success Mara devient président et tout de suite il prend Idriss Déby Premier ministre, un petit peu le duo sénégalais. Cette formule est possible ou pas? Ça ne risquera pas. Ou du tout, c'est clair et net que c'est Déby qui passe. Ça ne risquera pas d'arriver au Tchad. Parce que le gars, il a verrouillé tout. Imaginons quelqu'un qui a liquidé un opposant de taille comme Dilo, Yaya Dilo. Il n'y a pas de preuve,
Il n'y a pas de preuve. Mais lui-même, il a reconnu que Dilo aussi a tué des gens. Donc, c'est lors de l'affrontement que le gars était. Mais quand on a vu le truc, on a vu même les gars, il répondait aux questions de France 24 et puis de RFI. Public, oui, voilà, on a posé toute la public. question. Il a dit les institutions sont au-dessus des personnes. Donc, on a un début de. Parce que, en tant que journaliste observateur, on n'est pas obligé qu'on nous dise c'est blanc, c'est noir, c'est rouge. On sait à travers le truc que c'était préparé et tout. Sinon, on ne peut pas exécuter. Et c'est juste après ça, on annonce les élections et tout. Donc, moi, je vois que, parce que le gars qui allait vraiment poser problème à Succès et à Déby, c'était vraiment Dilo. Donc, Dilo, ça n'a même pas de sens en démocratie. Et il a été mis hors course, liquidé. Le siège de son parti, rasé même. Ils ont rasé le siège. C'était 3 niveaux ou 4 niveaux. Ils ont rasé. Aujourd'hui, tu vois, c'est des chèvres qui couchent là-bas. Donc, c'est vraiment, ça montre que le gars, même si Succès arrive à être président dans les urnes, il ne va pas être président au palais présidentiel. Ça, c'est sûr. Mais beaucoup de Tchadiens pensent que rien ne va changer parce que si le fils accède au pouvoir, c'est une continuité du papa. Par contre, Succès a un discours quand même très centré sur l'éducation, sur le statut d'enseignant. Pour lui, l'éducation doit être la base. Il faut investir massivement à ce niveau-là et aussi les enseignants. Il ne le cache pas. Hein. Ouais, le discours, sinon les promesses électoralistes, là, c'est des promesses, quoi. Ça n'engage que ceux qui les croient. On sait. Et puis c'est comme il a dit, c'est le fait qu'il ait accepté ce poste. Parce que tu ne peux pas critiquer quelque chose dans lequel tu es en train de participer. Exactement. C'est quand même bizarre. C'est là-bas où il a bousillé ses chances. Sinon, Succès Masra, il avait vraiment la chance d'Ousmane Sonko au Sénégal. Les gens même faisaient la comparaison, faisaient les mêmes souverains en truc. Mais quand on a vu que Sonko a accepté d'aller en prison, a accepté d'être maltraité, malmené, mais il est resté au Sénégal, il a fait le combat étant au Sénégal, et lui, il a pris la fuite, il a fui, et pour revenir, il signe un accord politique. Les accords politiques, ce ne sont pas des problèmes. Ça se passe dans tous les pays. Ibeka ici, à un moment donné, ça a chauffé avec le FSD, il a signé un accord politique où les plus virulents même de son gouvernement, comme Tchébélé Dramé, ont intégré son gouvernement, ils ont chuté ensemble. Ça, c'est pas un problème. Mais on ne peut pas être un opposant aussi adulé par son peuple, par ses partisans, et les décevoir de la sorte et vouloir encore les reconquérir pour leur dire que non, je ne vous ai pas trahi. Parce qu'aujourd'hui, lui, il se justifie. Dans tous les meetings, il se justifie. Non, du fait que je suis Premier ministre, ce n'est pas une trahison, c'est pas une trahison. Les autres disent que c'est une trahison. Donc, vous voyez, au lieu de beaucoup se concentrer dans son combat, il est beaucoup dans la justification, dans le dire des trucs. Et les promesses qu'il tient, on sait que c'est une promesse électoraliste, comme je le disais tantôt. Mais aussi, il le sait très bien, parce qu'il est dans l'appareil de l'État, il sait que même s'il est président, il va gouverner soit à l'exil, soit il ne le gouvernera pas. D'accord, merci beaucoup. C'est tout. Bourema Soulo, voilà, on arrive à la fin de notre entretien brut, qui, je pense, a été toujours brut pour nos téléspectateurs. Vous avez en chronique et journaliste collègue Madame Assetou Diarra, du journaliste et reporter à Nouvelles du Mali, Bourema Soulo, il est journaliste, blogueur. Merci, chers collègues, d'avoir fait ce décryptage avec moi sur ce plateau. Merci, on se dit à la prochaine et j'en profite pour annoncer aux téléspectateurs, je n'ai pas annoncé au début, j'ai voulu attendre la fin. On dit c'est la série sur le gâteau. Vous verrez régulièrement ces deux visages sur le plateau d'entretien brut. Assetou qui viendra pour faire une chronique et Bourema Soulo aussi pour faire ce décryptage, pour voir ce qui se passe au Mali, dans la région, sous-région et peut-être dans le monde. Peut-être dans le monde. On se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et coucou à la diaspora qui nous suit. Voilà, c'est le slogan de notre collègue qui est parti. Comme diraient certaines personnes, big up à Moussa.
Restez sur les ondes de Mandé TV. Allez-y suivre sur nos pages YouTube, Facebook, toutes ces émissions que vous pouvez regarder à volonté. Mandé TV, reflet du Mali. À la prochaine.